En février 1943, à peine Rommel a-t-il fini ses opérations au-delà de la passe de Kasserine qu'il tourne son regard vers son vieil adversaire, la 8e armée. Il décide donc de frapper Montgomery en force, tant que celui-ci se trouve en position de faiblesse relative puisque toutes ses divisions ne sont pas encore arrivées sur la ligne de front. Il est rapidement établi par les services de décryptage britanniques que les Germano-Italiens vont frapper à Médinine, le 4 mars, soit la date initialement prévue par Rommel. Les Britanniques réunissent une masse impressionnante de chars, de pièces d'artillerie et d'antichars. Le Desert Air Force attaque et harcèle les Allemands ainsi que leur aérodrome. Le 1er mars 1943, Rommel préconise à ses supérieurs de réduire drastiquement le front, à condition que la logistique de la tête de pont soit assurée. La supériorité numérique et matérielle des Alliés devient en effet écrasante. Rommel, contraint d'attaquer à Médinine pour déstabiliser son adversaire, engage 10 000 fantassins et sera équipé d'à peine 142 chars, soit une dotation en blindés qui n'atteint pas celle d'une Panzer Division. Rommel ne semble par ailleurs plus être le battant qu'il a été si souvent. Ce n'est plus le général dynamique de 1940 ou de 1941. Schmitt rapporte à son sujet. Le Feldmarschall était mal en point. Ses séquelles de jaunisse ne le lâchaient pas. Handicapé par une sorte de furonculose, il avait le cou bandé. Il ne supervise que de très loin la bataille. Son accession au commandement du RS Group Africa ne semble avoir eu aucun effet. L'échec est inévitable pour les troupes de Rommel. L'Africa Corps n'a pas mis en exergue sa capacité à mener d'habiles attaques coordonnées comme par le passé. La coopération interarmée, et surtout entre les divisions, a été très insuffisante. Rommel n'a pas pris part à tout ceci. Après 3 assauts infructueux, Rommel, qui ne suivit l'offensive qu'en observateur, alors même que Messe restait dans son QG de la ligne Marette, décide d'arrêter l'offensive. Débutée à 6h du matin, l'opération Capri s'achève dès 17h sur un échec cinglant. Le pire que Rommel ait eu à subir. Le renard du désert ne cherche nullement à dissimuler l'ampleur du revers qu'il vient de subir. Il établit les raisons de l'échec et rend hommage à son adversaire. L'attaque avait échoué à la phase de rupture. Nous n'avions jamais pu parvenir à rendre l'action fluide. Le chef anglais avait admirablement organisé ses troupes sur sa ligne de résistance, et ses préparatifs avaient été terminés avec une remarquable célérité. Bref, l'attaque avait été lancée 8 jours trop tard. Mais le coup le plus dur était encore la certitude que nous n'avions pu interférer dans les préparatifs de Montgomery. Une profonde dépression s'abattit sur nous. Celui-ci admet avoir subi de lourdes pertes et dresse un bilan accablant. L'opération Capri est la dernière offensive de l'Axe en Afrique du Nord. Elle est aussi la dernière de la carrière de Rommel. Ces défaites cuisantes lui confirment que la situation en Afrique du Nord est désormais désespérée. Mais elle n'a pas eu le mérite d'ouvrir les yeux à Hitler et Mussolini, qui s'accrochent au maintien de la tête de pont en Tunisie, alors même que la logistique n'est pas convenablement assurée. Son dernier rapport est empreint de pessimisme et se termine par ces mots. En raison de la gravité de la situation, je demande qu'il soit pris de bonne heure une décision sur la direction à long terme de la campagne de Tunisie. Nous devons attendre l'offensive ennemie pour la prochaine lune. Il continue de réitérer son projet d'évacuation de son armée vers le continent européen. Le 6 mars 1943, la réponse d'Hitler est dépourvue d'ambiguïté. Le chef des opérations de la Wehrmacht affirme que le Führer désapprouve votre rapport de la situation. Suivant des promesses habituelles d'un accroissement sensible du ravitaillement et un ordre de procéder à des contre-attaques. Rommel est consterné. Il décide de plaider en personne la cause de son armée auprès du Führer. Le 9 mars, il quitte l'Afrique par avion pour ne plus jamais y revenir. Telle n'était pourtant pas son intention. À Rome, il exprime sans nuance à Mussolini un défaitisme trop appuyé, qui lui coûte probablement
la Medaglia d'Oro al Valor Militare que le Duce s'apprêtait à lui remettre. Rommel montre une compassion pour le dictateur, dont les rêves de gloire et d'empire s'envolent à tout jamais. C'était pour lui une heure cruelle, dont il était à peu près incapable de supporter les conséquences. J'aurais peut-être dû lui parler autrement sur la fin, mais j'étais si profondément écœuré de ce faux optimiste perpétuel que je ne pus simplement le faire. Il cède son commandement à Arnhem. Le secret a été exigé par Berlin. Hitler, par l'entremise de Dönitz, transmet une massive à Mussolini, dans laquelle il lui demande de ne rien divulguer. Le dictateur nazi écrit « Quel que soit le jugement de la postérité sur le Feldmarschall Rommel, celui-ci a été aimé par ses troupes, et en particulier des soldats allemands dans tous ses commandements. Comme adversaire, il a toujours été redouté par ses ennemis, et il l'est encore. » Rommel rapporte Du quartier général du Führer, l'ordre avait été donné de garder le plus grand secret sur mon rappel. On désirait garder ma réputation militaire en réserve. Les Alliés n'apprennent son départ que le 18 mars 1943, afin de ne pas trahir l'existence d'Ultra. Nul officier supérieur n'en est informé avant le 24 avril. La campagne qui a fait de lui l'idole de la propagande nazie et qui l'a fait entrer dans la légende de l'histoire militaire s'achève donc de façon piteuse à Médinine, presque par un désastre. Début mai, le haut commandement allemand annonce que Rommel est en convalescence en Allemagne. Le Feldmarschall n'est donc pas associé à la catastrophe de Tunisgrad. Le 10 mars 1943, Rommel partage le thé en tête-à-tête avec Hitler à Vinnitza. Le dictateur reproche son défaitisme à mots couverts. Le lendemain, l'ensemble du personnel de l'état-major a la surprise d'assister à une remise de décoration. Hitler ajoute les brillants à la croix de chevalier de la croix de fer de Rommel. Il est le premier officier de la R à obtenir cette distinction. Rommel n'est pas autorisé à retourner en Afrique, dû à son état de santé. Il reçoit l'ordre de prendre quelques mois de congé et de se rendre à Semmering pour débuter son traitement. Vêtu en civil et assigné à résidence pour ne pas éveiller les soupçons, Rommel, aidé de son épouse et de son fils, s'adonne à une pratique commune aux grands capitaines soucieux de leur postérité. Il entreprend de rédiger ses mémoires de guerre. Le courtisan craint d'avoir perdu l'écoute de son Führer. L'absence de mention dans la presse de sa nouvelle décoration semble accréditer l'hypothèse. Rommel dira à son fils « Je suis tombé en disgrâce. » Il assiste donc impuissant à l'agonie de son armée en Tunisie. Manfred Rommel observe son père faire les 100 pas, alors que son armée agonise en Afrique, n'hésitant pas à critiquer la conduite du Führer. Parfois, tu as l'impression qu'il n'est pas tout à fait normal. Il est ulcéré par l'abandon de l'Afrika Korps. De l'hôpital de Semmering, j'avais demandé qu'on commençât sans tarder à évacuer nos troupes. Naturellement, on n'en fit rien. Je demandais alors qu'on sauvât au moins les gens irremplaçables, comme Gauss, Bayerlin et Bolovius. Le 8 mai, après 2 mois de mise à l'écart, il est enfin convoqué à Berlin. Hitler, visiblement accablé, lui conseille qu'il aurait dû l'écouter. Au lieu de suivre les conseils avisés du renard du désert, Hitler a parié sur l'optimisme déraisonné de Kesselring. Rommel quitte Berlin soucieux. Le 13 mai, la défaite est consommée. L'épopée de l'Afrika Korps appartient désormais à l'histoire. Cette épopée a un héros, Rommel lui-même, dont le nom reste indissolublement lié à celui du DAK et de la guerre du désert. La promotion des mérites de Rommel et de l'Afrika Korps agonisant ne s'arrête pas là, puisque le renard du désert y est étroitement associé, sous la férule de Goebbels. Le vainqueur de Tobrouk prend la pose devant les caméras, relate ses exploits et n'oublie pas de délivrer les messages attendus. La seule chose qui compte est la volonté de remporter la victoire. Au cours de l'été 1943, alors que la bataille de Kursk bat son plein, Rommel est rattaché au quartier général du haut commandement allemand, où il agit en qualité de conseiller militaire. Il étudie avec minutie,
les opérations étant en cours en Russie. Il constate très vite que les offensives futures, même avec de l'ardeur, ne serviront à rien. L'initiative étant perdue, il faut axer le combat sur la défensive, et donc doter prioritairement la Wehrmacht de chasseurs et de canons anti-chars. Hitler, décidé d'écouter son maréchal préféré, et leurs rapports cordiaux semblent à nouveau de mise, Rommel se considère comme l'un des principaux conseillers d'Hitler sur le plan militaire. Le 10 juillet 1943, quelques jours après le début de la bataille de Koursk, c'est l'annonce du débarquement allié en Sicile, baptisée Opération Husky. Rommel préconise l'invasion immédiate de la péninsule, mais Kesselring le conjure de n'en rien faire, car la position de Mussolini ne semble pas en danger. En mai, Rommel a participé activement à son ébauche, avec un état-major établi à Vienne. L'opération l'impliquerait à la tête du Heeresgruppe B, qui traverserait les Alpes pour neutraliser l'Italie du Nord. Le plan de Rommel a été approuvé par Hitler le 19 mai. Il n'est pourtant pas mis en application dès le 10 juillet comme le Souabe le suggère. Le 23 juillet 1943, il reçoit l'ordre de se rendre à Salonique pour prendre en charge l'armée assurant la défense de la Grèce et des Balkans. Rommel ne goûte nullement à cette nouvelle affectation. Le 26 juillet, Mussolini est destitué par le roi et incarcéré. Hitler tombe des nues. Rommel est rappelé au quartier général du Führer de Rastenburg. Il sera chargé de mettre ses troupes en état d'alerte et de se préparer à franchir les Alpes. Pour l'heure, il n'est pas autorisé à franchir l'ancienne frontière de 1938. Rommel n'éprouve aucune compassion pour le Duce. Cela nous convient tout à fait, d'avoir un seul grand homme pour diriger l'Europe. Il préconise à Hitler de prendre les devants et de procéder à l'invasion, avant que la trahison des Italiens soit effective. Mais Hitler repousse le conseil. Mais les hostilités autour de Rommel ne font que continuer. Keitel et Jodl se battent pour que le maréchal n'obtienne pas le commandement des troupes allemandes en Sicile. Ils ne veulent pas qu'il ait trop de pouvoir et trop de troupes, car ils sont jaloux de lui. Le 29 juillet, les services secrets allemands apprennent que les discussions secrètes ont été entamées entre le gouvernement italien et les Alliés. Les unités allemandes franchissent la frontière, afin de tenir les cols stratégiques des Alpes. Rommel se voit déjà comme le nouveau chef du théâtre des opérations. Si le maréchal méprise les Italiens, ces derniers le lui rendent bien. Le 17 août 1943, il transfère son QG de l'autre côté des Alpes, ce qui provoque un tollé au commando suprême, qui demande en vain son rappel. Le 8 septembre 1943, en soirée, le plan H entre en vigueur dès l'annonce de l'armistice italien. Il écrit à Lucie. La traîtrise de l'Italie est maintenant officielle. Notre opinion sur les Italiens était finalement la bonne. Malgré le mépris de Rommel envers ses alliés, plus particulièrement leurs officiers supérieurs, lui facilite sans aucun doute la tâche. Il ordonne cependant que les Italiens soient traités comme d'anciens camarades, et il en appelle à leur sens de l'honneur en qualité de militaires pour éviter tout débordement fâcheux. Le 19 septembre, le Heeresgruppe B rapporte que 400 000 Italiens ont été désarmés. Leur transfert en Allemagne, où ils seront considérés et traités comme des travailleurs forcés, ne soulève aucune objection chez lui. Mais ces mouvements s'opèrent en dehors de sa juridiction. Le pays passe en coupe réglée, et comme lors de toutes les conquêtes, l'ordre nazi s'instaure et le pillage économique peut débuter. Des décisions sur lesquelles Rommel n'a aucune prise. Pour la première fois de sa carrière, Rommel est confronté pour une longue période à la présence de civils en nombre, dans un contexte où le nombre de partisans augmente soudainement de façon significative. Des éléments du 1er SS Panzerdivision Leibstandarte, Adolf Hitler, commettent rapidement des exactions. Comme ailleurs, l'armée assiste aux besoins des SS pour mettre en œuvre la déportation des Juifs, sans qu'il soit possible de déterminer la part de Rommel dans ces décisions, ni s'il n'en a jamais été informé.
En décembre 1943, et face à cette barbarie en Italie, Rommel s'opposera à ce que son fils Manfred rejoigne les rangs de la Waffen-SS, comme souhaitait le jeune garçon. Toutefois, le 23 septembre 1943, Rommel, qui préconisait de s'abstenir de toute représaille en Afrique, ordonne sans état d'âme de ne faire montrer aucun scrupule sentimentaux envers les bandits en uniforme de Badoglio, qui étaient des anciens frères d'armes. Il préconise les sanctions les plus sévères pour tout civil qui cacherait un soldat allié évadé. Un ordre drastique qui aurait pu avoir de fâcheuses répercussions, mais non contraire aux droits de la guerre. Le nombre d'atrocités commises par l'armée allemande n'augmente toutefois pas de façon significative. Cette période italienne est atypique dans la carrière de Rommel. Elle n'a rien d'exaltant pour le renard du désert. Pas de chevauchée de panzer, ni de poussée d'adrénaline qu'il recherche au milieu de ces hommes en première ligne. Mais au contraire, la tâche ingrate de désarmer un ancien allié, de mettre en défense la côte et d'assurer les lignes de communication, de celui qui a le privilège de mener le combat face à l'invasion alliée dans le sud de la péninsule, Kesselring, que Rommel méprise. Cet antagoniste prend de l'ampleur dans la discussion stratégique qui survient le 30 septembre. Alors que Rommel sort à peine de l'hôpital après une crise d'appendicite, ce dernier préconise l'abandon d'une péninsule qu'il estime indéfendable, en raison de la maîtrise des mers par les Alliés, qui leur permet de procéder à des débordements par la côte, au profit d'un solide bastion inexpugnable dans les Alpes protégées par une ligne de défense au nord de Rome, la ligne Albert. Le retour à la stratégie de repli, Hitler, toujours rétif à concéder le moindre pouce de terrain à l'ennemi, accorde au contraire une oreille plus attentive à Kesselring, l'éternel optimiste, qui lui assure la péninsule italienne est défendable depuis le sud en mettant à profit une topographie très avantageuse pour le défenseur. Le plan de Kesselring a l'avantage de conserver Rome dans l'orbite nazie, et donc retenu. Pourtant, le 17 octobre, le dictateur a d'abord annoncé à Rommel qu'il le nommerait comme commandant en chef en Italie. L'ancien chef de l'Afrika Korps pose 3 conditions. Procéder en personne à l'inspection du front, recevoir des instructions claires en lui assurant une flexibilité opérationnelle, soumettre son plan final une fois confirmation de son commandement reçu. Rommel demande de trop, en se considérant comme indispensable. Le Führer hésite, tergiverse. L'optimiste Kesselring l'emporte sur le pessimiste Rommel. Celui-ci accuse le coup, et avoue qu'il prendra les choses qui viendront. Le 5 novembre 1943, la décision d'Hitler est prise. Rommel est envoyé en inspection du mur de l'Atlantique. Son départ est fixé au 21 novembre. Cette fonction ne sera pas un commandement, mais elle permet à Rommel de se familiariser avec un théâtre des opérations dans lequel il se voit bientôt confier des responsabilités encore plus importantes. La tâche à relever est immense. Elle est aussi largement inédite au sein d'une armée qui s'est peu préoccupée de débarquement, et encore moins d'y faire face. Les responsabilités qui pèsent sur les épaules de Rommel sont gigantesques. Tout comme Eisenhower, il va devoir prendre les décisions les plus cruciales de sa carrière. Le sort de l'Allemagne et l'issue de la guerre en dépendent. Rommel est donc chargé d'une mission de la plus haute importance, un signe honneur qui témoigne de la confiance intacte du Führer. Une nomination qui suscite des jaloux. Le maréchal est dynamique et imaginatif. Et surtout, il est un symbole à regonfler le moral de la population et des Lanzer. Rommel sait galvaniser les troupes, d'autant plus que sa personnalité, l'expérience qu'on lui accorde, mais aussi son sens pratique joue en sa faveur. Sur le plan militaire, l'homme a aussi l'expérience de la guerre contre les anglo-saxons, qui le redoutent, ce qui représente un atout supplémentaire au service de la propagande. Rommel est entouré d'une équipe efficace, dont il connaît personnellement les membres les plus éminents, contrairement à ce qui a prévalu dans les précédents états-majors. On n'y compte pas d'officiers de liaison nazis. L'équipe à disposition de ce dernier est des plus réduites.
Pour assurer son service, il lui faut avoir recours à Berlin. L'Oberfeldwebel Karl Daniel est son chauffeur personnel. C'est un soldat plutôt taiseux, ce qui convient parfaitement à Rommel, qui sillonne les routes à bord de sa Porsche noire de touriste convertible type 770K. L'organisation Toll lui offre 2 chiens, Ajax et Elbow, puis un chien de chasse, baptisé Trèfle le 5 mai, pour remplacer Ajax, écrasé par une voiture à Erlingen, qui est son domicile en Allemagne. Rommel étant d'un caractère affable, l'ambiance est cordiale. Depuis la visite des défenses au Danemark en décembre 1943, ses collaborateurs ont d'emblée une information sur leur chef lorsqu'une étrange tache rouge marque son visage. Un phénomène dû à l'emploi d'eau chaude. Le maréchal est un ascète, il ne fume pas, boit peu et ne commet aucun excès de table. La bonne chair ne semble nullement retenir son attention. En tournée d'inspection, comme à son état-major, il aime manger comme la troupe, à la cuisine d'une batterie côtière, dans le foyer du soldat. Les intentions d'un hôte se sentant obligé de lui offrir un repas plus gastronomique n'attirent aucunement sa reconnaissance, bien au contraire. À son quartier général, Rommel était le plus souvent seul à table en Afrique. Désormais, il prend le petit déjeuner et le dîner dans la salle à manger, président en bout de table, comme il se doit, tandis que ses 7 principaux collaborateurs occupent les autres sièges. Rommel n'est pas un grand mangeur, et il n'a rien d'un fin gourmet. Si ses officiers mangent plus que lui, il insiste pour que tous à l'état-major bénéficient d'une table aussi garnie que ce cercle restreint de ceux qui l'entourent, qui ne doit en aucune manière être favorisé. Cela ne l'empêche pas de prendre du poids, à son grand déplaisir. Aussi se remet-il à l'équitation. Mais son bel étalon manque singulièrement de dynamisme. Il est paresseux. Que cela me fiche en colère. Je n'aime pas non plus les gens paresseux. Rommel est plutôt un couche-tôt, allant au lit vers 21h, 22h. Cependant, il dort rarement plus de 4 ou 5 heures par nuit. Lorsqu'il part en inspection, ce qui est très fréquent au cours des 6 mois précédant le débarquement, le départ a lieu entre 5 et 6 heures du matin. Lève tôt, Rommel le fait pour les nécessités de son immense tâche. Pour lui, la gestion optimale du temps est impératif. Comme au combat, la rapidité est constante. Il exige aussi une ponctualité rigoureuse. Bref, une rigueur toute germanique. Très professionnel, le renard du désert consacre ses inspections avant tout à la tâche qui lui incombe. Il n'est pas chose aisée de détourner son esprit de ses préoccupations militaires. Rommel est tout à sa tâche et n'entend pas se laisser distraire par les aménités touristiques dont regorge la France. Mais malgré tout, ils s'accordent une pause en visitant le Mont Saint-Michel avec son état-major. Ils s'arrêteront même à l'auberge de la mère Poularde, où ils dégusteront la célèbre omelette. Le 19 décembre 1943, il fait la rencontre du maréchal von Rundstedt. Ce dernier ne goûte que très modérément l'arrivée à l'ouest d'un autre maréchal aux prérogatives mal définies, et qu'il considère bien trop ambitieux. En effet, pour Rommel, le mur de l'Atlantique doit au contraire devenir la clé d'une voûte du système défensif à l'ouest. De façon fort révélatrice, les travaux de fortification prennent une singulière impulsion lorsque Rommel accède à ses responsabilités sur le front de l'ouest, alors même que Rundstedt n'y a guère accordé d'importance depuis 1942. Rommel se voit confier les armées, qui, selon toute vraisemblance, devront faire face au débarquement allié, les forces déployées de l'Escaut jusqu'à la Loire. Le 2 décembre 1943, lors de sa première inspection en Danemark, le renard du désert, comme tous les militaires de haut rang, remarque que le mur de l'Atlantique n'est qu'un produit de propagande. L'idée maîtresse, qui sous-entend sa réflexion stratégique, pointe dès cette première visite, qui s'achève le 10 décembre. C'est sur les plages qu'il faudra vaincre. Le rivage constitue la première ligne de résistance. Le 18 décembre au soir, après quelques jours de permission, Rommel arrive en France et prend ses quartiers à Fontainebleau. Il loge au petit château, qui était à l'époque celui de Madame de Pompadour, ce qui n'a pas l'heure de lui plaire.
d'autant que l'homme ascétique doit composer avec un mobilier qui n'est pas précisément de son goût, même s'il n'est pas complètement insensible à la prouesse architecturale. Le vieux château est un endroit absolument charmant. Les Français d'il y a 2 siècles voyaient très grand quand ils construisaient pour la classe aristocratique. En comparaison, nous sommes des provinciaux. Le maréchal ne tarde pas à estimer l'endroit bien trop éloigné des côtes de la Manche, alors que ses fonctions exigent de s'y rendre le plus souvent possible. Il demande donc de s'installer dans un complexe de bunkers de Margival, près de Soissons, qui a été édifié en 1940. Berlin refuse le transfert de son QG, ainsi que le commandement de la Kriegsmarine pour s'abriter dans une grotte solide où se situe un arsenal souterrain abritant des torpilles. Il déménage son QG le 9 mars 1944 sur la Roche-Guillon. Après une nouvelle journée d'inspection, Rommel installe ses quartiers dans le château des Ducs de la Rochefoucauld. Celui-ci est situé au pied des falaises dominant la Seine et se situe à une 50aine de kilomètres en amont de Paris. Rommel emménage dans le pavillon d'Anville. Son bureau est établi dans le grand salon qui donne sur une terrasse agrémentée de plantations de roses. Sa chambre est celle dite de la princesse Zénaïde. Il n'apporte aucune touche personnelle au mobilier, pas même un portrait de ses proches ou un objet de famille. Le maréchal dispose également dans ses appartements de la riche bibliothèque du château. Le 20 décembre 1943, Rommel va faire une tournée d'inspection au rythme soutenu pendant des mois. Il débute une tournée dans la Somme et l'Escaut, le secteur où est attendu l'assaut principal de l'ennemi. Rundstedt et Rommel pensent que les 2 rives de l'estuaire de la Somme, avec ses côtes sableuses et un arrière-pays favorable au déploiement des blindés, et offrent les meilleures possibilités de débarquement. Pendant son inspection, il n'hésite pas à passer un savon au général von Salmuth, qui refusait de s'entraîner avec des épaves. Rommel haussa le ton. Le général commença à avoir le visage qui s'empourpre. Le général Marx affirmera que Rommel était quelqu'un de colérique, et les commandants ont très peur de lui, ce qui ressemble en aucun cas au Rommel décrit jusqu'à présent. Au réveillon de Noël, l'infatigable Rommel s'attelle à la rédaction de son rapport. Le bilan de ses premières inspections est peu encourageant. Les défenses sont faibles et les troupes sont souvent de piètre qualité. Les faiblesses de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine sont criantes. En rédigeant ce rapport, Rommel a déjà établi ce qui sera le canevas de son plan de bataille face à l'invasion. Il faudra rejeter au plus tôt l'ennemi à la mer, ce qui suppose que les panzers ne soient pas déployés loin de la côte. Après le passage de la nouvelle année, l'austère Rommel s'octroie tout de même 2 verres de vin de Bordeaux. Ses vœux pour sa femme sont éloquents. Amour et chance pour 1944. Que cette nouvelle année puisse nous apporter la victoire et une longue paix. Quant à son fils Manfred, qui a rejoint une unité de flak, il exhorte à la discipline. Un nouveau style de vie commence pour toi. Tu devras apprendre à obéir aux ordres de tes supérieurs sur le champ et sans discussion. Il reprend ses inspections dès le 3 janvier 1944. Sa nouvelle tournée commence en Belgique, à Anvers. Il ne croira jamais à une réelle menace sur les plages belges. C'est en revanche une des options de la Kriegsmarine, en raison de la proximité du port d'Anvers et de la Ruhr, 2 objectifs stratégiques de premier ordre. Le 12 janvier, il revoit Rundstedt pour évoquer la conduite des opérations. Le vieux maréchal s'accorde un congé d'1 mois à compter du 15 janvier, et c'est Rommel qui incombera l'intérim. Le 15 janvier, Rommel assume officiellement ses nouvelles fonctions. La baie de Seine constitue l'étape suivante de ses inspections. Mis à part quelques secteurs encombrés de récifs, la zone est également jugée favorable à un débarquement, notamment par la marine qui souligne que la péninsule de Cotentin la protège de l'influence des vents de l'ouest. Au printemps, constatant par ailleurs que la Normandie peut être facilement isolée par des bombardements aériens et que les marines alliées n'ont pas mouillé de mines en baie de Seine, Rommel finit par se ranger à l'avis d'Hitler, qui estime la zone particulièrement menacée, tout en imaginant une opération de diversion. Rommel commettra un impair
en réprimandant par erreur un officier d'un poste de guet de la Luftwaffe, pour manquement à son devoir, alors que celui-ci revenait tout juste de permission. Il ne pouvait être tenu comme responsable pour ne pas avoir donné l'alerte lors d'une attaque aérienne. Fin janvier 1944, Rommel, souffrant d'un lumbago, se rend pour la première fois dans le Calvados et dans la Manche. Celui-ci n'est pas satisfait de l'état des défenses. Les points d'appui, distants de 600 à 1000 mètres, voire plus en zone escarpée, n'assurent en aucune manière un système de défense suffisamment solide pour s'opposer à la moindre opération d'envergure. En février 1944, il constate, oscillant entre rage et consternation, que certaines fortifications ont été délaissées, voire détruites à l'explosif, sur le site de ce qui deviendra Omaha Beach, et se montre très mécontent de ce qu'on lui a présenté. Les canons ne disposent d'aucune protection. Ils sont simplement dissimulés sous un filet de camouflage. Les tranchées et les postes de combat ne sont rien d'autre que de simples fortifications de campagne. En février, il s'octroie tout de même 10 jours de permission en Allemagne pour se détendre et réfléchir en famille. Durant ce séjour, il est de nouveau mis en contact avec le docteur Karl Strolin, bourgmestre de Stuttgart, une personnalité qui complote contre Hitler. Soldat obéissant, Rommel est persuadé d'être en mesure de pouvoir infliger un revers à l'ennemi, et il ne peut entendre le moindre propos qu'il puisse considérer comme de la haute trahison. Les 19 et 20 mars, Rommel répond à une convocation du Führer à Berchtesgaden, la résidence privée du dictateur. Lors de cette réunion, Rundstedt lit à Hitler une déclaration de loyauté signée par les maréchaux. De nombreux témoins affirmeront avoir été marqués par l'aspect diminué du Führer. Rommel, courtisan dans l'âme, est au contraire enthousiasmé par le discours prononcé par le dictateur. Le 21 mars, de retour à la Roche-Guyon, Rommel note dans son journal: « Je suis satisfait des résultats. Le Führer s'est rallié sans réserve à mes conceptions sur la défense de la côte et a promis de remanier l'organisation du commandement. » Peu après, Jodl, fort du soutien d'une lettre de protestation rédigée par Rundstedt, parvient à faire changer d'avis Hitler. La promesse n'est donc pas tenue. Le 15 avril 1944, après avoir eu des éloges de Goebbels, Rommel écrit dans son journal: « Qu'est-ce que l'histoire dira lorsqu'elle se prononcera sur moi ? Si je réussis ici, alors que tous les autres revendiqueront toute la gloire, comme ils revendiquent déjà le mérite pour les défenses et les obstacles que j'ai élevés sur la plage. Mais si j'échoue ici, alors tout le monde voudra ma peau. » En ce même jour, un nouveau chef d'état-major prend ses fonctions aux côtés de Rommel. Il s'agit de Hans Speidel. 22 avril 1944, Rommel fait une déclaration à son ordonnance. « Croyez-moi, Lang, les premières 24 heures seront décisives. Le sort de l'Allemagne en dépendra. Pour les Alliés comme pour nous, ce sera le jour le plus long. » Comme Hitler, Rommel estime que le front tenu par la 7e armée en Normandie est particulièrement propice à une opération amphibie, particulièrement le Cotentin et Cherbourg. Il importe donc de renforcer ce secteur dans lequel un assaut lui semble hautement probable, tout du moins dans le cadre d'une diversion. Le 16 mai, Rommel fait en personne un rapport par téléphone à Hitler. Ce dernier se montre si satisfait que Rommel est enchanté comme un enfant qui viendrait d'être complimenté. Il était du meilleur état d'esprit et n'a pas retenu ses compliments pour notre travail à l'Ouest. Il est souvent accompagné d'équipes de tournage et de reporters du ministère de la Propagande. S'il aime prendre la pause le long du mur de l'Atlantique, celui-ci fait très attention à ce que le ministère ne procède pas à une malencontreuse désinformation. À la Pernelle, dans le Cotentin, Rommel se prête à une allocution au ministère de la Propagande. « Je suis convaincu que tous les soldats allemands apporteront leur contribution aux représailles contre l'esprit anglo-américain, qu'il a bien mérité pour sa guerre aérienne, criminelle et bestiale contre notre patrie. » Rommel répète auprès du 21e Panzerdivision que l'adversaire sera vulnérable au moment du débarquement. Ce sera le moment de contre-attaquer. À la mi-mai,
Rommel écrit à sa femme. Je ne puis plus me permettre d'importantes tournées, parce que personne ne sait quand l'invasion peut avoir lieu. Il ne nous reste plus que quelques semaines, je crois, avant que les choses ne commencent à bouger ici, à l'ouest. Montgomery a clairement perçu la stratégie de son vieil adversaire. À Londres, lors de la grande conférence du 15 mai 1944, il déclare : En février dernier, Rommel a pris le commandement de la Hollande à la Loire. Il est maintenant clair que son intention est d'empêcher la moindre pénétration. Overlord doit être mis en échec sur les plages. Rommel est un commandant énergique et déterminé. Il a fait la différence depuis sa prise de commandement. Il est le meilleur dans l'attaque visant à la désorganisation. Son objectif est la déstabilisation. Il est trop impulsif pour mener une bataille de position. Il fera de son mieux pour nous contraindre à un Dunkerque. Rommel est conscient de l'infériorité matérielle dans laquelle se trouve la Wehrmacht. Je dois cependant me restreindre et battre l'ennemi avec des moyens limités. S'il ignore l'existence des ports artificiels, Rommel rejette en effet l'idée que les Alliés puissent s'attaquer directement à un grand port, puisqu'il se propose de vaincre l'ennemi au cours de la délicate phase du débarquement. Il faut donc fortifier les plages. Pour le maréchal, il paraît logique que l'ennemi débarque à marée haute, voire à mi-marée, comme en Italie. Avec ingéniosité, il met au point en personne une multitude d'obstacles de plage pour couvrir l'intégralité de l'estran. Pour se prémunir de l'atterrissage des planeurs, il préconise d'inonder certains secteurs marécageux et imagine de tapisser les champs de pieux surmontés d'obus et de mines, reliés entre eux par des barbelés, les fameuses asperges de Rommel. Certains, aux grandes dames de Rommel, ne prennent pas cette tâche essentielle au sérieux. En Normandie, ils découvrent avec consternation que les soldats ont tout simplement poussé des tétraèdes du haut des falaises pour s'éviter bien des fatigues. À Cailleux, à l'embouchure de la Somme, le maréchal découvre une batterie abandonnée, avec des abris en béton, mais les Allemands en ont fait sauter une partie. Rommel s'emporta à cette vue. En revanche, il marque sa satisfaction en distribuant des accordéons ou des harmonicas aux soldats. Il est très rarement satisfait. Après une inspection en mars sur les côtes normandes, il note : Champs de mines et obstructions insuffisantes presque partout. Il réclame donc plus de mines à dissimuler sur les plages, pour accéder à la mise en défense des côtes. Il sollicite le recours aux habitants, à condition de les payer. Rommel écrit un rapport sur ces résultats de l'activité déployée. Commencé fin janvier, la construction d'obstacles sous-marins le long de la côte atlantique est en cours d'exécution et presque terminée dans les secteurs les plus importants. On se demande pourquoi on n'a pas commencé plus tôt. Nous aurions établi une barrière infiniment plus puissante. La réponse est la suivante. Personne n'y a pensé auparavant. Cependant, le fait qu'on ait débuté si tard est néanmoins un avantage. L'ennemi devra adapter sa tactique à cette nouvelle forme de défense qui, au dernier moment, risque d'infliger de lourdes pertes à ses péniches de débarquement. De fait, il se peut que ces nouveaux obstacles aient été pour quelque chose dans la dernière décision de nos adversaires de remettre le déclenchement de leur offensive. Les résultats demeurent très impressionnants. Rommel prévoit de construire 5 ceintures d'obstacles. Au jour J, seules les 2 premières à marée haute sont achevées sur la plupart des plages. Rommel a perçu 5 millions de mines, ce qui est loin du total exigé. En effet, il envisage de poser jusqu'à 200 millions de mines. La question cruciale est donc celle du temps. Il écrit à son épouse : Je suis convaincu que nous allons remporter la bataille décisive à l'ouest, pourvu que nous ayons cependant suffisamment de temps pour nous préparer. Pour ce faire, il doit également imposer ses conceptions stratégiques. La stratégie de Rommel est différente de celle des autres officiers. En effet, le renard du désert aurait préféré mener une bataille mobile. Grâce à son expérience acquise en Afrique, il sait que l'écrasante supériorité aérienne alliée sur le champ de bataille sera décisive.
il ne comprend pas qu'au bout de 5 ans de guerre, certains officiers s'abstiennent à ne pas admettre cette donnée essentielle. Il n'accorde par ailleurs que peu de crédit aux promesses de Göring, qui assure du soutien immédiat de 1000 avions dès l'invasion. L'ennemi n'aura pas à craindre une attaque aérienne, puisqu'en Normandie, il ne restera que 2 avions sur les 1000 prévus. Contrairement à l'OKW, Rommel ne raisonne pas en nombre de divisions, mais il prend avant tout en compte leur mobilité et la valeur de leurs armes. Il sait que l'adversaire, remarquablement équipé, est bien plus mobile. La rapidité demeure la clé du succès. Il faut donc que les unités de Panzer soient près de la côte, afin d'être en mesure d'intervenir le plus rapidement possible. Mieux vaut un Panzer Division le jour J que 3 Panzer Divisionen à J+3. L'intervention rapide des panzers et de puissantes défenses littorales ne constituent pas les seuls aspects stratégiques de Rommel. Pour zapper le moral de l'adversaire et lui causer plus de dégâts possibles, il envisage de démarrer la campagne de l'ossement des bombes V1 sur les ports et les bases militaires d'Angleterre, en période de mauvais temps, lorsque toute tentative de débarquement est interdite. Une querelle naît entre Rommel et von Schweppenburg. Le 29 mars, Rommel, qui est excédé, fait comprendre à Schweppenburg qu'il le limogerait sur le champ s'il en avait le pouvoir. En effet, celui-ci croit encore en la guerre de mouvement face à ce débarquement allié. Rommel lui fait comprendre. Écoutez, je suis un commandant de panzer expérimenté. Vous et moi ne voyons les choses du même œil sur rien. Je refuse de travailler avec vous plus longtemps. Je vous propose d'en tirer les conclusions opportunes. Il demande la subordination de Schweppenburg à son commandement. La requête fut rejetée. Si les hommes de troupe ont toute confiance en l'expérience de Rommel, nombre d'officiers supérieurs restent donc plus réticents. Le 30 janvier, en inspection en Normandie, il notait. D'une façon générale, la troupe ne travaille pas suffisamment pour aménager les positions. L'urgence de ces travaux n'est pas reconnue. Partout règne le souci de garder des réserves à l'arrière, ce qui affaiblit le front sur le littoral. 2 mois et demi plus tard, Rommel déplore toujours que nombre d'officiers n'aient toujours pas admis sa lucidité, même dans l'ignorance du lieu où se fera le débarquement. La solution de Rommel reste la plus réaliste, et la seule ayant une chance de succès. Début 1944, il réussit à obtenir la 21e Panzer, la 9e SS Panzer et la 10e SS Panzer Divisionen, pour qu'ils soient légèrement rapprochés de la côte, sans réserve que ces unités gardent à leur charge le contrôle des ponts sur la Seine. Le maréchal croit en un temps que sa vision des choses va prévaloir lorsque le Führer lui promet d'accéder à sa demande. Oralement. Hitler se ravise dans les 24 heures qui suivent. Amer, Rommel dit. Le dernier à sortir de son bureau a toujours raison. Hitler est incapable de trancher pour une stratégie. Le Führer dissipe la formidable puissance de ses formations blindées. 3 divisions passent sous l'autorité du RS Groupe B, de Rommel, qui n'en a que le contrôle tactique, puisque leur déploiement stratégique reste surveillé par l'OKW. Les autres divisions sont sous l'autorité de l'OKW. Les 3 dernières divisions sont déployées dans le sud, mais l'OKW garde la main sur les divisions de Panzer. Rundstedt et Rommel sont donc privés de l'autorité indispensable sur les divisions sur lesquelles reposent les derniers espoirs de succès. Le 27 mai 1944, alors que Rommel inspecte la batterie de Merville, près de Caen, 2 Spitfire surgissent et passent en trombe, arrosant la batterie du feu et de mitrailleuses. Mais selon certains témoins, les Spitfire n'ont pas utilisé leurs armes de bord. Ces avions étaient vraisemblablement en reconnaissance photographique. Tous les officiers présents se jettent malgré tout au sol, sauf Rommel, restant impassible. Le maréchal ne s'expose pas inutilement. En une autre occasion, près de Dunkerque, il se jette dans un fossé à la vue de bombardiers à l'heure verticale. Des renforts ont été dépêchés en Normandie, mais sans atteindre la puissance du déploiement qu'il préconise. Il annonce à ses soldats. Messieurs, je connais les Anglais depuis l'Afrique.
et l'Italie. Et je vous dis qu'ils se choisiront un endroit pour débarquer où ils supposent que nous n'y attendons pas le débarquement. Et ce sera ici, à cet endroit, pas avant 2 ou 3 semaines. S'il presse une menace en Normandie, il n'attend toutefois nullement que les Alliés y consacrent leur effort principal. Dans le dernier rapport avant le D-Day, celui relatif à la semaine du 28 mai au 3 juin, l'état-major de Rommel indique: La concentration des attaques aériennes sur les défenses côtières entre Dunkerque et Dieppe et sur les ports sur la Seine et l'Oise confirme le présumé point focal d'un débarquement de grande envergure. Le 3 juin 1944 au petit matin, Rommel, ayant pris soin de consulter les rapports devenus routiniers, il s'aperçoit sur l'un d'eux que l'Angleterre a brutalement interrompu ses communications radio. Le maréchal, n'étant pas un amateur, ordonne immédiatement que la Luftwaffe procède à des vols de reconnaissance au-dessus des ports de la côte sud de l'Angleterre, sachant que les escadrilles alliées ont multiplié leurs vols de reconnaissance. Il veut en connaître la raison. Un message lui parvient du général Marx qui indique que le programme d'édification des défenses dans son secteur est loin d'être achevé, faute de moyens suffisants. Le maréchal réfléchit à la situation et rédige un mémo pour l'OB-Ouest. La priorité absolue doit être accordée au transfert de matériel de construction et de ravitaillement prévu à destination des défenses côtières. C'est également ce même jour du 3 juin que la première partie du message de Verlaine est diffusée. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Les services de renseignement SS stipulent que l'invasion pourrait survenir dans les 2 ou 3 semaines. Toutefois, la période favorable de l'une pour la période du 4 au 7 juin semble exclue des conditions météorologiques exécrables. Mieux, la marée ne sera pas optimale les 5 et 6 juin. Dans l'après-midi, le renard du désert embarque à destination de Saint-Germain-en-Laye pour y rencontrer Rundstedt. Autour d'un café, Rommel exprime sa surprise que les Alliés n'ont pas profité des excellentes conditions météo du mois de mai. Il renouvelle sans surprise à son supérieur une demande d'autorisation purement formelle de se rendre en Allemagne pour la période du 5 au 8 juin. Jodl a en effet déjà accepté la suggestion. Rendez-vous a été pris avec le Führer à Berchtesgaden pour le 7 juin. Le mauvais temps procure à Rommel un ultime répit salutaire, afin de rencontrer Hitler une dernière fois pour exposer son point de vue. Le problème le plus urgent est de s'adresser personnellement au Führer, lui faire savoir l'étendue de l'infériorité numérique et matérielle à laquelle nous serions confrontés en cas de débarquement, et réclamer l'envoi en Normandie de 2 divisions de panzer supplémentaires, un corps de Flak et une brigade de Nebelferfer. Entre-temps, Rommel a l'autorisation de célébrer en famille l'anniversaire de Lucie, qui fête ses 50 ans le 6 juin. Rommel salue une dernière fois Rundstedt et Blumentritt. Il déclare: Il n'y aura peut-être pas d'invasion, et si elle a lieu, ils ne vont même pas déboucher des plages. Le maréchal s'accorde un après-midi de shopping à Paris, à l'intention de son épouse. Il s'est finalement décidé pour une paire de chaussures en daim. Conversant avec Speidel, il observe que les Alliés ont procédé à des exercices amphibies menés à marée basse. Il faut donc continuer la ceinture d'obstacles sur les plages.
tout doit être achevé pour le 20 juin, date de la prochaine pleine lune. Mais grâce au message de Verlaine, qui est destiné uniquement à un seul réseau de résistance opérant au sud d'Orléans, les Allemands ignoraient cette information. Mais le service de renseignement avait très vite compris qu'il s'agissait d'un code pour l'invasion et qu'elle serait imminente. Le 4 juin 1944, Rommel se réveille aux aurores, sous un ciel gris et brumeux. Il jette un regard au-delà des fenêtres, où il observe un temps exécrable. Les roses ont souffert de l'intempérie, mais ces pluies diluviennes et ce plafond bas sont les meilleures garanties contre l'invasion. Il reçoit les derniers rapports, mais rien de spécial, mis à part le silence radio des centres de communication des armées alliées qui persistent en Angleterre. Pourtant, le temps est épouvantable, et Rommel a sous les yeux le rapport de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine, lui assurant que la tempête va encore faire rage pendant plusieurs jours. L'adversaire semble prêt, malgré ce temps, et les messages destinés à la résistance se sont multipliés. Rommel prépare son départ à 7 heures, accompagné par ses principaux officiers d'état-major qui se dirigent vers sa voiture. Il part sans escorte, un énorme risque pour le renard du désert. 2 voitures seulement, mais il n'aborde pas le fanion, pouvant trahir le rang de leur principal occupant. Rommel part en tenant le cadeau de sa femme dans sa main, et s'assoit à côté de son chauffeur, comme à son habitude. Speidel lui dit bonne chance, en lui serrant la main. Le voyage se passe sans aucun incident, sauf quand la voiture du maréchal s'arrête à Lunéville. Un tir retentit. Les officiers portent la main à leur arme, mais fausse alerte. C'est un pneu qui a éclaté. Une passante aurait même reconnu le maréchal et se serait empressée d'en aviser sa petite fille. Échange de sourires entre l'enfant et le célèbre soldat qui l'aurait soulevé dans ses bras. Vous voyez, Lang, il m'aime vraiment. C'est à 19h que Rommel arrive chez lui à Erlingen. C'est le moment des retrouvailles avec Lucie et son fils Manfred, lui aussi en permission. Lorsque Rommel s'endort, il est loin de se douter qu'Eisenhower a pris sa décision fatidique. Si les prévisions météorologiques se confirment, le débarquement doit avoir lieu le 6 juin. Dans la nuit du 5 juin, le deuxième message de Verlaine est adressé à la résistance. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Rommel peut enfin profiter d'une journée en famille. Il aime se lever tôt et partir en promenade, mais revient à temps pour écouter les nouvelles de 7 heures. Il ignore que ce matin-là, à l'aube, Eisenhower a confirmé le lancement d'Overlord. Rommel, pour l'occasion, s'est revêtu de vêtements civils. Mais arrivé dans son bureau, il s'empresse de dire à Schmundt la confirmation du rendez-vous avec Hitler qui sera le 8 juin. Même si le maréchal arrive à se détendre, il ne cesse pendant le repas en famille de parler de l'armée. Même après le dîner, il continue à parler de la guerre. Rundstedt, quant à lui, pense déjà à montrer à son fils le mur de l'Atlantique, le lendemain, qui sera le 6 juin. À la veille de la bataille décisive, Rommel, chargé de la défense des frontières occidentales de la Festung Europa, est donc absent de son quartier général. À la Roche-Guyon, les messages d'alerte font que se multiplier en cette nuit du 6 juin. En effet, des troupes parachutistes sont larguées derrière les lignes allemandes. Les planeurs font aussi leur apparition. Mais d'abord, les Alliés parachutèrent des poupées en plein milieu des lignes allemandes dans toute la Normandie. Celles-ci diffusent des bruits de combat, tirs de fusil, éclatements d'obus, etc.
le but étant de mobiliser les divisions de Panzer dans la région. L'état-major de Rommel eut les informations de plusieurs parachutages dans la zone de Normandie et des poupées dans toute la zone. Speidel ne songe pas à informer Rommel. À ses yeux, il faut en savoir davantage pour faire des conséquences gravissimes, si le vrai débarquement survient ailleurs. L'optimisme, pour ne pas dire une certaine nonchalance, reste de mise à l'état-major d'une armée réputée pour son professionnalisme, et beaucoup retournent se coucher. Rundstedt semble bien plus réactif à cet égard. Entre 2h30 et 3h30 du matin, il ordonne à 2 divisions de Panzer, la Hitlerjugend et la Panzerlehr, de monter en ligne. Sollicitant la permission de ses supérieurs, il reçoit une fin de non-recevoir de l'OKW. Alors que le débarquement amphibie ont commencé, il fulmine de rage. Les instructions de Jodl, qui n'ont pas été comprises non plus l'urgence de libérer les panzers des réserves. Vous n'avez pas le droit de les mettre en alerte sans notre accord préalable. Vous devez arrêter les panzers immédiatement. Rien ne doit être fait avant que le Führer ne prenne sa décision. Erwin Rommel se réveille, à l'aube, et se prépare à célébrer l'anniversaire de son épouse en ce jour du 6 juin 1944. Il fait tout pour que cette journée soit mémorable pour sa femme, en demandant aux domestiques de placer dans toutes les pièces des roses du jardin pour que toutes les pièces soient décorées, dont les senteurs parfument les pièces. Tous les paquets cadeaux sont prêts, dont ces fameuses chaussures. Soudain, au matin, l'heure qui est pour certains 5h, d'autres 6h30 ou 10h15 pour le KTB du RS Groupe B, le téléphone retentit, surprenant le maréchal encore en robe de chambre. Speidel lui annonce que l'ennemi est passé à l'attaque au cours de la nuit, avec des divisions aéroportées sur le front normand. Il lui annonce que tout reste flou, et donc Rommel approuve les décisions prises par son subordonné et le presse de s'enquérir rapidement de la véracité des rapports. Ce dernier annonce son retour au QG, mais Speidel a conscience de l'impatience de la rencontre programmée avec Hitler. Il lui conjure de rester chez lui, jusqu'à ce que la situation se clarifie. Rommel accepte de mauvaise grâce, puis prépare ses affaires au cas où. Speidel sera informé des débarquements amphibies sur les côtes normandes à 9h, après un premier coup de fil à Pemzel, lui annonçant les bombardements navals dès 6h15. Vers 7h, Rommel s'impatiente et se ronge les sangs. Ne voulant pas abandonner son poste en une heure si grave, et devançant le nouvel appel convenu par Speidel, il ordonne à Karl Daniel, son chauffeur, de se préparer au départ, et fixe un rendez-vous à 11h à Freudenstadt avec Lang. Rommel, stressé et ne tenant plus en place, n'entend pas la sonnerie de son téléphone. Il est 10h15 quand la domestique lui annonce qu'il est attendu au bout du fil. Speidel lui annonce que le débarquement a eu lieu en Normandie. La tension est montée d'un cran. Elle est palpable pour tous. Rommel est consterné de son erreur. Et tous comprennent que l'heure est grave. Il insiste cependant à ce que l'ennemi soit anéanti sur les plages. Ordre répété depuis des mois. Il déclare à son entourage : « L'invasion vient de débuter. Je dois rentrer immédiatement. » Il lâche ce commentaire dépité. Que c'est bête de ma part. Mais que c'est bête de ma part. En reprenant ses esprits, il prend le combiné en annonçant un appel prioritaire pour le Führer. Le standardiste hésite, car ils ne peuvent l'accorder à n'importe qui. Rommel décline son identité et ordonne d'être mis en ligne avec Hitler. Des tas de questions se posent alors dans sa tête. Il revêt ensuite son uniforme de maréchal, puis fait décaler son rendez-vous avec Lang d'1 heure, soit à midi. Rommel dit au revoir à sa famille, à l'abri des regards de ses aides, comme à son habitude. Il dit à son fils, en posant la main sur sa tête : « Eh bien, Manfred, toi et moi, allons essayer de gagner cette guerre. » Il est environ 10h40 quand il prend place à côté de son chauffeur pour se mettre en route pour la France. Lors de son rendez-vous avec Lang, il brise le silence en faisant savoir que s'il avait eu les panzers de réserve à proximité des plages, tout ceci aurait été différent.
Il peste sur les aviateurs de la Luftwaffe, qui se promènent tranquillement dans les rues alors que le sort de l'Allemagne se joue. Mais il reste silencieux sur le débarquement en cours. Rommel lui dira « Lang, vous imaginez? L'invasion a débuté et nous n'en savons rien. Aucun avion de reconnaissance. C'est ainsi qu'ils veulent que je gagne la guerre. » Vers 17h, Rommel arrive à la commandanture de Reims. Il se précipite à l'intérieur du bâtiment et réclame un appel pour son quartier général. La connexion faite, il échange brièvement avec son chef d'état-major. Le tableau de la situation n'est guère encourageant. La situation dans les airs est plus que préoccupante. Et des troupes ayant débarqué ont réussi à s'extirper des plages et à s'établir sur 32 km, entre le Cotentin et l'embouchure de l'Orne, ce que Rommel avait prévu. Les divisions viennent juste de se mettre en route, ce qui est trop tard à ses yeux. Il apprend ainsi que la 21e Panzer n'a pas encore contre-attaqué. Il fulmine et ordonne qu'elle procède à l'assaut immédiatement. « Attendez, pas d'autres renforts? Attaquez maintenant !» Il reprend place dans sa voiture et se met en route pour son quartier général. Durant tout ce voyage, il reste muet, son chauffeur ne ralentissant pas, mis à part pour les contrôles et les avions en maraude. Lorsque le maréchal brise enfin le silence et après s'être tapoté les poings l'un contre l'autre, il fait une déclaration étrange. « Si j'étais maintenant le commandant en chef des forces alliées, je pourrais terminer cette guerre en 14 jours. » Il ajoute même que si son ennemi Montgomery savait dans quel état de confusion se trouve la Wehrmacht, il n'aurait aucune raison de se tracasser cette nuit. Il formule ensuite sa crainte d'un débarquement concomitant sur la côte méditerranéenne. Pour lui, tout espoir n'est pas encore tout à fait perdu. C'est aux alentours de 21h que Rommel arrive au château de la Roche-Guillon. Lang descend promptement du véhicule et gravit les marches 4 à 4 pour informer Speidel de l'arrivée de Rommel. En trouvant celui-ci dans son bureau en écoutant un air d'opéra de Wagner, Lang se met en colère. Speidel ne se contient pas d'exprimer sa stupeur à son supérieur. « Mon cher Lang, croyez-vous honnêtement que le fait que j'écoute ou non du Wagner fera une différence dans le déroulement de l'invasion ?» Survient ensuite Rommel, qui salue brièvement Speidel, avant de se diriger dans son bureau. La main derrière le dos, il étudie la carte de la situation. Le rapport de Speidel démontre la gravité de la situation. À 22h15, Rommel converse par téléphone avec Dolman, dont d'ailleurs son armée est touchée de plein fouet par l'invasion. Celui-ci demande des renforts de 2 unités qui sont stationnées en Bretagne. Mais Rommel se contente d'ordonner de les laisser en alerte et prêts à intervenir. Surprenant, sachant qu'il a affirmé que les premières 24 heures seront décisives. Mais il craignait aussi un nouveau débarquement, qu'il presse imminent. Il veut garder les cartes en main. Tout en regardant la situation sur la carte, il rassure Speidel, en lui affirmant qu'il n'aurait pas mieux fait que lui, s'il aurait été présent. Cependant, Speidel eut un énorme manque d'initiative, en temporisant pendant des heures en attendant constamment d'en savoir davantage. L'inactivité et le manque de réactivité semblent avoir caractérisé les hauts responsables de la Wehrmacht en cette journée décisive. Rommel juge particulièrement décevante l'action de la 21e Panzer, qui n'a pratiquement détruit aucun planeur et n'a mené aucune contre-attaque. Il espère encore l'emporter. Rommel demandera de toute urgence une aide massive de la Luftwaffe et des divisions de Panzer. Blumentritt avouera au maréchal que la question a été soulevée et l'aviation sera envoyée le lendemain au nord-ouest de Caen. Pour les Panzers, le haut commandement pense encore à un second débarquement qui se tiendra dans le Pas-de-Calais et donc aura besoin de Panzers de réserve. Rommel se proposait d'anéantir l'ennemi sur les plages. L'autre instant décisif étant le moment où l'envahisseur, encore désorganisé, commence à progresser vers l'intérieur. Les Panzers étaient loin de la zone de débarquement, mais si la Panzerlehr, la Hitlerjugend et pourquoi pas la 116e Panzer avaient été alertés suffisamment tôt dans la nuit et lancés sur les routes au plus tard à l'aube, comme le voulait Rommel, au moment des premiers débarquements,
la tournure des événements aurait pu se révéler dramatique pour les Alliés. Dès l'aube, une attaque était prévue par la 21e Panzer Division, ce qui aurait signé la fin de la 6e British Airborne. Face à ce succès, elle aurait pu se déployer en force devant Caen. Mais le contre-ordre du général Marx pour contrer le débarquement sur Sword Beach est donc lourd de conséquences. Déclenchée trop tard, la contre-attaque lancée vers les plages échoue. Rommel songe amèrement au refus de Hitler d'accéder à sa demande de déplacer une Panzer Division dans le secteur de Salo, depuis le mois de mai. L'intervention des blindés dès les premières heures aurait été décisive. Comme ces panzers, Rommel n'est pas ou peu intervenu en ce fatidique 6 juin 1944, et cela a fait toute la différence. Le renard du désert est le grand absent du jour le plus long, qu'il jugeait à juste titre décisif. Nul doute que sa présence en ces heures cruciales eût pu changer la donne. Son énergie et son charisme auraient sans doute pu influencer Hitler. Il n'aurait probablement pas tergiversé sur l'emploi immédiat et en force de la 21e Panzer Division. Il écrit à sa femme 2 semaines plus tard. « Si on m'avait écouté, nous aurions contre-attaqué la première nuit, avec 3 divisions de Panzer, et probablement repoussé l'ennemi. » Selon un historien, Rommel aurait été capable ou non de rejeter les Alliés à la mer. Il est le seul haut responsable de la Wehrmacht à avoir apprécié les capacités des forces alliées, et sa stratégie était donc la plus viable. Les contre-attaques envisagées par Rommel se sont déroulées 10 heures après le débarquement. Elle s'est soldée par un échec. Mais compte tenu des circonstances, les divisions d'infanterie allemandes défendant la côte normande a été honorable. En Allemagne, à l'annonce de la nouvelle du débarquement, la population gagne confiance. Rommel devrait repousser l'invasion, et les actualités filmées se veulent rassurantes. La stratégie qu'il préconisait n'a pu être mise en œuvre. Il faut donc imaginer une autre solution pour espérer l'emporter. De façon plus prosaïque, le maréchal accepte la requête du duc de Rochefoucauld de transférer des œuvres d'art et des pièces les plus précieuses du château à l'abri de la roche. De façon parlante, Rommel ordonne à toutes ses unités de se diriger sur le Cotentin. Il connaît l'importance cruciale de Cherbourg et comprend aussi que le carrefour de 40 ans doit absolument être sécurisé. Il réussit à mobiliser 2 divisions de Panzer, la première SS Panzer Division, la première SS Division, Liebstandarte Adolf Hitler, et la 2e SS Panzer Division Das Reich, qui se rendra coupable d'atrocités commises sur des civils, plus particulièrement Oradour-sur-Glane et Tulle. Pour ne pas faciliter la tâche, des rapports erronés parviennent au QG, ainsi que de fausses rumeurs ont fait état de parachutage à Falaise et à Argentan. 30 planeurs auraient été vus dans le secteur Lessé-Coutances. Le 8 juin 1944, les services de renseignement marquent un point, dont Rommel pourrait tirer profit, car des documents d'importance sont saisis sur les Alliés. Ces informations sont transmises au maréchal, ce qui le conforte à l'idée que Cherbourg représente l'objectif principal. Ces précieux renseignements se montrent insuffisants. L'aveuglement stratégique de Rommel, ainsi que de nombreux autres responsables à l'ouest, constitue l'une des causes majeures de la défaite en Normandie. Rommel déclare à Jodl : « Puis-je vous faire remarquer que l'ennemi n'a engagé ici qu'un seul de ces groupes d'armées. Et c'est justement pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de prélever des forces du secteur de la 15e armée et certainement pas de Calais. » C'est ainsi que Rommel part en inspection le 12 juin auprès de la 116e Panzer Division, déployée de part et d'autre de la Somme. Sur le littoral défendu par la 15e armée, les travaux de retranchement du mur de l'Atlantique se poursuivent. C'est au soir du 8 juin que Rommel fait un constat amer. La tête de pont alliée est fermement établie. Diversion ou pas, l'armée allemande s'est montrée incapable de rejeter les Alliés à la mer. Bien qu'il ait toujours estimé
qu'une fois les premières 24 heures et les phases de combat sur les plages passées, il serait trop tard. Rommel croit encore possible qu'une attaque massive puisse rejeter l'ennemi à la mer. En ce 9 juin, les Alliés n'ont pas encore rétabli de jonction entre la tête de pont d'Utah Beach et celle qui s'étend d'Omaha à Sword. Par ailleurs, puisqu'il faut un port pour assurer la logistique et que Cherbourg n'a pas été attaqué directement et reste sous le contrôle des Allemands, tous les espoirs semblent encore permis. Le journal de guerre de la 7e armée souligne que Rommel est persuadé que la victoire sera remportée avec les renforts, si les Panzers sont en mesure de lancer une contre-attaque massive. Mais cette dernière ne peut être mise en œuvre que si elles sont retirées du front, et que celui-ci est assuré par un solide maillon défensif d'infanterie. Rommel fait lui aussi des frais de la suprématie aérienne alliée. En tentant de se rendre auprès de Dietrich, il doit se jeter au fossé à une trentaine de reprises. Dans l'incapacité d'arriver à destination, il n'est pas en mesure de prendre contact avec son subordonné. 20 des postes radio de Dietrich ont été détruits dès le 8 juin, sous les coups de l'aviation alliée pour la plupart. Rommel, n'ayant jamais été un général qui mène de l'arrière, ne va cesser de se rendre sur le front pendant la bataille de Normandie, en dépit des risques encourus. L'Oberwebel Daniel est toujours au volant, le Feldmarschall assis à ses côtés, à l'avant ou à l'occasion sur la banquette arrière, en compagnie d'un autre officier. Scrutant avec intention le ciel, le Feldwebel Holke fait souvent office d'observateur aérien, assis à l'arrière ou prenant place dans un second véhicule. Rommel souligne la considérable gêne occasionnée par la suprématie aérienne absolue des Alliés, qui montre ses effets jusqu'à une centaine de kilomètres à l'arrière des lignes. Les mouvements de troupes sont presque totalement impossibles de jour. Tout se déroule comme en Afrique, exactement comme il avait prédit. La puissance des moyens dont disposent les Américains impressionne Rommel. Leur équipement est abondant et de qualité, et ils disposent et usent de munitions à profusion. Rommel sait que les Alliés ont besoin d'un port, mais il sous-estime les capacités de ravitaillement sur les plages. Il n'a pas encore réalisé que les Alliés construisent 2 ports artificiels en Normandie. Le général Marx, quant à lui, n'y croit plus. Pour sa part, Rommel traverse l'épreuve la plus difficile de sa vie. À tort ou à raison, il se rend responsable du sort du Reich et de la guerre. Dès le 11 juin, alors qu'ils défendent à environ 1 contre 3, Rommel et Rundstedt conviennent ensemble qu'il n'est plus possible de tenir le front de Normandie dans ces conditions. Les 2 maréchaux insistent pour que les divisions de Panzer soient retirées de la ligne de front pour préparer la contre-offensive. Si les 2 maréchaux pensent à un repli au-delà de la Seine, il n'en est pas question pour Hitler. Cherbourg ne doit pas tomber ou tout est perdu. En ce même jour du 11 juin, Rommel ressent le besoin de se confier à Ruge, au cours d'une longue promenade. La meilleure solution, estime Rommel, consiste à terminer la guerre tant que le Reich conserve les gages en main, ce qui ne serait plus le cas en cas de défaite à l'ouest. Le maréchal aurait aussi abordé la question de l'après-guerre et de la reconstruction. Le 13 juin, Rommel apprend à sa grande fureur que 40 ans a été abandonné par les Fallschirmjäger et que la contre-attaque visant à reprendre la localité a échoué. Mais le maréchal, toujours obnubilé par la menace que fait planer le faux groupe d'armée de Patton, écrit à sa femme. Il est temps pour la politique d'entrer en jeu. Nous nous attendons à ce que la prochaine invasion, probablement d'une envergure encore plus grande, se produise ailleurs dans les jours qui viennent. Persuadé qu'il ne peut plus l'emporter, il est donc d'avis qu'il faut terminer la guerre tant que l'Allemagne tient encore certains atouts comme gage pour des négociations. Puisque le haut commandement ne semble pas comprendre la situation en Normandie, Rommel avait envisagé qu'il envoie des émissaires afin de juger pleinement des faits. À sa grande surprise, c'est Hitler en personne qui se propose de venir à sa rencontre et à celle de Rundstedt. C'est donc un Rommel en manque de sommeil qui arrive sur le lieu de conférence. Il est de retour d'une tournée d'inspection de 21 heures sur le front, sans avoir eu le temps de préparer cette importante rencontre. C'est au nord de Soissons,
Au QG édifié pour Hitler en 1940, dans l'optique d'une invasion de l'Angleterre, que le Feldmarschall von Rundstedt et Rommel attendent le Führer le 17 juin au matin. Hitler commence par leur reprocher leurs échecs face à l'invasion. C'est au tour des deux maréchaux de s'exprimer. Rommel dépeint la difficile situation de la Wehrmacht en Normandie. Il estime que la situation est sans espoir. Appuyé en ce sens par Rundstedt, Rommel suggère de tenir les fronts de Caen, sur l'Orne, avec les seules divisions d'infanterie, de masser des divisions de panzer sur les ailes et en opérant un repli graduel et calculé de l'infanterie, d'attirer les Britanniques dans une nasse et de les anéantir au-delà de la portée de la flotte alliée. Refus d'Hitler. Pas un pas en arrière. On leur refuse l'appui des V1 contre la tête de pont, faute de précision suffisante, précise le général d'artillerie Heinemann, le responsable de cette arme miracle. Hitler s'oppose par ailleurs à leurs utilisations sur les ports d'embarquement anglais. En revanche, il accepte la proposition de Rundstedt d'effectuer un repli méthodique des troupes en direction de Cherbourg. Vous nous demandez notre confiance, mais vous-même, vous ne nous accordez pas la vôtre. On rapporte qu'Hitler aurait rougi à cette remarque. Mais en tout état de cause, il reste quoi? Il aurait écarté l'avis de Rommel. Il aurait suggéré d'envisager une solution politique au conflit, pour autant qu'il ait osé à formuler une telle option, ce qui n'a rien de sûr, car il aurait évoqué les crimes commis par la Das Reich lors de sa montée au front. Hitler a regonflé le moral de son idole, en lui promettant l'intervention massive des V1 et l'arrivée prochaine de chasseurs à réaction sur le front. De ce fait, Rommel écrit à son épouse. J'envisage l'avenir avec beaucoup moins d'inquiétude qu'il y a une semaine. L'attaque des V1 nous a apporté beaucoup de soulagement. Une rapide percée de l'ennemi en direction de Paris est désormais très peu probable. Nous allons maintenant recevoir des renforts, en nombre. Le Führer avait aussi promis de se rendre en personne sur le front, puis se ravise, prétextant la chute d'un V1 à proximité du bunker. La mission est de stopper l'invasion pour au moins 6 semaines, le délai voulu par Hitler pour permettre l'entrée en lice de sa nouvelle arme miracle en Normandie. La tactique qui sera utilisée est de contre-attaquer dans le bocage normand, qui peut prendre au dépourvu les Alliés. Le 19 juin 1944, Rommel inspecte le secteur entre la Seine et la Somme, craignant toujours un second débarquement. Il est satisfait de sa tournée d'inspection. Le lendemain, il se rend à nouveau sur le front où il s'aperçoit que la ligne de front semble stabilisée, sauf dans le secteur de Cherbourg, qui est source d'inquiétude. Le 26 juin, Rundstedt et Blumentritt se rendent auprès de Rommel. Une commission vient être constituée par l'OKW pour enquêter sur la chute annoncée de Cherbourg. Évoquant Tobruk et Alamein, Rommel observe que les forteresses et les fortifications ne sont viables qu'à la faveur d'un soutien aérien important. Alors que Cherbourg tombe, Rommel est mis au courant d'une nouvelle menace qui pèse sur Caen. En effet, Montgomery déclenche en ce même jour l'opération Epsom, qui sonne le glas de la grande contre-offensive programmée. Le 27 juin, Hitler revient sur l'une de ses décisions au cours de la première semaine de campagne. Il envisage d'envoyer les panzers sur le Cotentin pour reprendre Cherbourg. Rommel rétorque que les délais nécessaires au transfert des unités de panzers et d'artillerie du front de Caen au sud de la Manche supposent qu'aucune offensive ne pourra être lancée avant le 10 juillet au plus tôt. Le maréchal refuse de dégarnir le front de Caen alors que les combats font rage. D'autant plus qu'il craint toujours, en dirigeant ses formations de panzer vers le Cotentin, de les éloigner de la future zone de débarquement alliée attendue plus à l'est. Rundstedt fait savoir à Rommel qu'ils sont tous deux convoqués auprès du Führer, à Berchtesgaden. Le 29 juin à 13h, Hitler rencontre pour la seconde fois les deux maréchaux en charge du front de Normandie, où selon lui devra se décider le sort de la guerre. Dès qu'il est invité à s'exprimer, Rommel évoque de nouveau la question politique. Hitler lui rétorque de ne s'en tenir qu'à la situation militaire. Invité une nouvelle fois à prendre la parole, Rommel aurait demandé aux participants de la conférence, dont Himmler et Göring, d'exprimer clairement leur vue sur la situation de l'Allemagne.
c'en est trop pour Hitler, qui le congédie. Une victoire totale dont Hitler a parlé aujourd'hui même. C'est absurde. Aurait déclaré Rommel à Keitel, apparemment compréhensif. Le maréchal, profondément déprimé, n'est pas invité à dîner et quitte Berchtesgaden. Il est de retour à la Roche-Guyon vers 20h30 le 30 juin. Goebbels lui-même ne cachera pas sa déception et avouera que la nomination de Rommel au commandement dans un secteur aussi critique n'a pas été une bonne idée. Discipliné, Rommel met tout en œuvre pour se plier aux ordres du Führer. Pour Hitler, la défense idéale à utiliser sont les haies normands. Mais Rommel, lui, pense que la guerre est perdue. En quelques jours, tous les hauts responsables de la Wehrmacht à l'ouest ont changé à l'exception notable de Rommel. Seul a conservé son poste. « Je serai le prochain », déclara-t-il. Hitler sait que s'il destitue Rommel, l'idole de la nation, ça ferait montrer l'échec de l'armée allemande en Normandie. Le 3 juillet 1944, le maréchal Kluge a reçu un portrait très peu flatteur de Rommel, dépeint comme un éternel pessimiste. Mais il est toujours montré comme un subordonné difficile. Cependant, Kluge lui fait comprendre qu'il suivra les directives du Führer et les imposer à Rommel, auquel il rappelle son devoir d'obéissance. Le rendez-vous entre les deux hommes est très orageuse. Rommel s'emporte aussitôt, puis Kluge fait sortir les autres officiers de la pièce. Le tête-à-tête sera long. Rommel dira au dîner « J'ai dit à Kluge qu'il ne s'est jamais encore battu contre les Anglais. » Piqué au vif, Kluge envisage de se rendre sur le front, puis se ravise. Il dira ensuite à Rommel qu'il a perdu toute confiance envers le Führer, qui se laisse trop impressionner par la supériorité en armement de l'adversaire, comme en Afrique. Finalement, les deux hommes finissent par s'apprécier, mais Kluge entend bien de se faire obéir. Le 4 juillet, dans le Cotentin, les Américains inaugurent une série d'offensives menées au niveau du corps d'armée. L'OKW venait d'ordonner la mise en réserve de la division. Face aux interférences de ses supérieurs, Rommel, agacé, déclare « Ils ne peuvent pas exiger que j'arrête l'attaque de 3 divisions américaines avec le quart d'une !» Le soir même, Rommel effectue une promenade en compagnie de Ruge, auquel il ressent le besoin de se confier. Il lui déclarera qu'il fut blessé par la déclaration de Kluge, disant que Rommel n'avait jamais commandé plus qu'une division. Rommel n'arrive pas à admettre les propos tenus par Kluge au cours de leur première entrevue. Le 5 juillet, il décide d'adresser une lettre à son nouveau supérieur. Monsieur le Feldmarschall von Kluge, je vous envoie en pièce jointe mes commentaires sur les événements militaires en Normandie à ce jour. La réprimande que vous m'avez adressée au début de votre visite, et ce en présence de mon chef d'état-major et de mon IA, selon laquelle moi aussi je vais devoir m'habituer à obéir aux ordres, m'a profondément blessé. Je vous demande de me faire savoir sur quels faits vous vous êtes basé pour formuler de telles accusations. Le mémorandum joint par Rommel à cette missive est un modèle de genre. Il dresse un tableau sincère des événements, les faiblesses des défenses sur la côte normande le 6 juin 1944, précisant que les demandes de renfort ont toutes été repoussées, les problèmes avec la Luftwaffe et la Kriegsmarine, les problèmes de ravitaillement et de transport à cause de l'aviation alliée, etc. Il termine son rapport par une note de bon sens. La victoire, assure Rommel, ne sera possible qu'à condition de reproduire une équipe soudée à l'image du tandem Eisenhower-Montgomery, avec un commandement étroitement unifié de tous les services. Le 10 juillet 1944, aux alentours de midi, Caen étant tombé, Rommel est très vite confronté à de nouvelles attaques sur la côte 112, à l'est de Caen, mais aussi à Colombelles, à l'ouest de l'Orne. Face au manque d'effectifs, Rommel suggère de faire monter en ligne tout le personnel des écoles en unités d'instruction non indispensables à l'arrière. Le soir du 12 juillet, il est en conférence avec Kluge, qui a fait le déplacement jusqu'à la Roche-Guyon. Ce dernier finit par admettre que Rommel
lui avait dépeint un tableau exact de la situation. Au contraire, des assurances données par l'OKW. À la mi-juillet 1944, Rommel va prendre les dernières dispositions de sa longue et brillante carrière. S'il n'a pas les coups des franches, il sait que la responsabilité du front de Normandie est la sienne. La bataille des haies constitue à faire rage, tandis que les GI se rapprochent de Saint-Lô. Mais le front ne cède pas. Depuis le début, Rommel a su stopper les Alliés sur l'intégralité du front de Normandie, parfois de justesse, mais pour ce faire, il a dû engager toutes les réserves de ses armées et de son groupe d'armées. C'est au cours de ces dernières journées que Rommel, excellent soldat et tacticien de génie, s'efforce d'établir avec ses subordonnés une défense à même de contrer toute velléité de percée de l'ennemi. Le front face aux Américains n'est pas négligé. C'est le secteur de Caen qui est particulièrement mis sur défense en profondeur, comme le front de l'Est. Après de durs combats acharnés, Rommel n'y croit plus. Le 16 juillet 1944, il rédige un mémorandum sous forme d'avertissement à destination du Führer, qu'il transmet par voie hiérarchique. Kluge fait sienne des conclusions alarmistes, exposées sans l'ombre d'une ambiguïté dans le dernier rapport écrit par Rommel à l'attention de l'OKW et du Führer. Sur le front de Normandie, la situation ne cesse d'empirer et le dénouement approche. Étant donné les circonstances, nous devons nous attendre à ce que l'adversaire réussisse à percer nos lignes, particulièrement le front tenu par la 7e armée, dans un prochain avenir et à effectuer une profonde percée vers l'intérieur du territoire français. En dehors des réserves de groupes blindés, actuellement immobilisés et engagés dans leur propre secteur, qui ne peuvent se déplacer que sous le couvert de l'obscurité, nous ne disposons d'aucune réserve mobile pour lutter contre une percée. Partout, nos soldats combattent en héros, mais cette lutte inégale approche de sa fin. Il est donc indispensable de tirer les conséquences de cette situation. En ma qualité de commandant du RS Group B, j'estime de mon devoir de vous le dire maintenant. Rommel sait que son armée est à la limite de l'endurance. La défaite est inéluctable. Il attend d'Hitler qu'il en tire les conséquences politiques, à savoir entamer des négociations de paix avec les Alliés, hypothèse selon lui envisageable, tant que le front de Normandie ne cède pas. Kluge transmit le rapport de Rommel à Hitler, en ajoutant un commentaire personnel en accord avec le renard du désert. Le 17 juillet 1944, en fin d'après-midi, Rommel, comme tant de ses soldats, est victime d'une attaque aérienne alliée. Sur la route de Livaro, en direction de Vimoutier, le Feldwebel Holke aperçoit un chasseur en piquant sur la voiture. Rommel, ayant vu les avions alliés venir droit sur lui, demande à son chauffeur Daniel d'accélérer pour atteindre une petite route 300 mètres plus loin. L'aviateur, étant plus rapide, tire sur le véhicule. Le chauffeur reçoit une balle dans l'épaule, perdant le contrôle du véhicule. La voiture fait une embardée, heurte la souche d'un arbre et tombe dans le fossé. Rommel, qui avait la tête retournée en arrière quand la Horch s'est retournée, est sévèrement blessé au crâne et au visage. Inconscient, il gît à 20 mètres du véhicule. Lang et Holke sont indemnes, mais le major Neuhaus souffre d'une fracture du pelvis. Quant à Daniel, il est mourant. Le corps de Rommel, que l'on croit mort, est prestement mis à l'abri dans la propriété de Rémi Mich. Lang enfourche la bicyclette de Mich et pédale jusqu'à Vimoutier, d'où il revient avec une voiture. Rommel et Daniel sont emmenés à l'asile Saint-Joseph à Livaro. Le pharmacien et maire Marcel Le Sen est alors le premier à ausculter Rommel. La sœur Marie de la Croix, infirmière, lui administre 2 piqûres d'huile camphrée. 2 officiers exigeront plus tard qu'elle leur remette les boîtes des ampoules qui lui ont été administrées. Il est transporté à l'hôpital de la Luftwaffe de Bernay, où il sera mis en charge par le professeur Esch, un neurochirurgien. Rommel, souffrant de fractures et de maux de tête, reprend conscience le lendemain, le 18 juillet, sourd de l'oreille gauche et dans la capacité d'ouvrir l'œil du même côté, qui reste enflé.
À l'annonce de l'attentat perpétré contre Hitler, le 20 juillet, sa surprise et sa désapprobation ne font aucun doute. Rommel exprime sa consternation à son épouse. En plus de mon accident, l'attentat contre Hitler m'a fait un choc terrible. Nous devons remercier Dieu que tout se soit bien passé. Selon lui, c'est à nouveau la Providence qui a de nouveau épargné le Führer. L'ancien courtisan conserve sa loyauté envers le dictateur, dont il croit naïvement pouvoir être écouté. Il espère rencontrer Hitler dès que possible, pour lui permettre d'entrer en contact avec les Alliés, en particulier avec Montgomery, en vue de négocier une cessation des hostilités. Le 23 juillet 1944, une ambulance le transfère à l'hôpital de Véziné, où il parvient après un périple de 3h30. Hitler ne l'oublie pas. Veuillez accepter, Herr Feldmarschall, tous mes vœux de prompt rétablissement. Ruge se rend à son chevet apportant un week-end au château de Denbeck, de Julian Street, pour le distraire. Mais force de constater que le convalescent n'est pas passionné d'histoire. Ruge continuera avec le tunnel, puis des histoires comiques. Rommel s'inquiète de ne pouvoir recouvrer la vue de l'œil gauche, le pronostic restant partagé. Le maréchal reprend ses forces peu à peu, s'assoit pour manger et tue même une mouche avec sa pantoufle. Rommel évoque des souvenirs de campagnes passées. Quant à la situation en Normandie, il a au moins la satisfaction d'être déchargé de sa responsabilité, alors même qu'il se jouissait d'aucune liberté d'action. Le 1er août, pour couper court aux rumeurs qui filtrent dans la presse anglo-saxonne, selon lesquelles Rommel serait blessé voire mort, Goebbels organise une conférence de presse pour Rommel à Paris. Les Britanniques me tiennent pour mort, mais ce n'est pas la première fois qu'ils m'ont déclaré mort. Je ne suis pas encore mort, pas avant longtemps. La rencontre est abrégée et la presse nazie affirme qu'il a été victime d'un accident de la route. Rommel s'insurge et il est apparemment impensable qu'un maréchal en charge d'un RS Groupe E soit mis hors de combat au cours d'une attaque aérienne. Il ne goûte que modérément cette mascarade qui instrumentalise son image. Désormais inutile pour la propagande, celle-ci va l'oublier. Le 8 août 1944, ignorant qu'une enquête est en cours à son sujet à la suite de l'attentat contre Hitler, il est transporté à sa maison d'Erlingen, où ses proches découvrent avec effroi sa tête meurtrie. Rommel amènera une touche d'humour. Tant que je n'ai pas transporté ma tête sous l'un de mes bras, les choses ne peuvent pas aller si mal que cela. Les mentions du nom de Rommel se multiplient dans les dossiers et les rapports qui parviennent auprès du Führer au sujet de la conspiration qui a été très près de lui coûter la vie. Des conjurés à l'instar du général Karl Heinrich von Stubnagel ou encore de l'Oberstleutnant Kaspar von Hoffacker ont mentionné son nom sous la torture. Il apparaît aussi sur une liste retrouvée chez le docteur Gordeler, ancien bourgmestre de Leipzig, pressenti pour accéder à la chancellerie. On imagine sans peine la déception d'Hitler, à peine remis de l'attentat manqué contre sa personne, lorsqu'il lui faut envisager l'éventualité de la trahison de celui qui l'a couvert de faveur. Il n'arrive pourtant pas à imaginer qu'il puisse être l'un des conspirateurs. Le fait que tant de hauts gradés à l'Ouest soient impliqués dans la conspiration et que Kluge lui-même, suspecté bien qu'innocent, ait décidé de se suicider après avoir été démis de ses fonctions, renforce les doutes vis-à-vis de Rommel. Son pessimisme, ouvertement exprimé à maintes reprises depuis le 6 juin et sa franchise parfois ferme envers Hitler, ne joue pas non plus en sa faveur. L'OKW est pour lui un nid d'opposants hostiles. Et ce depuis fort longtemps. Keitel, Jodl, Varlimont, Bormann, le secrétaire particulier d'Hitler, lui voue un ressentiment tenace depuis sa déconvenue en Pologne. L'heure de la revanche a sonné. D'autant que Schmundt, l'adjudant d'Hitler et le soutien de toujours de Rommel auprès du Führer, ne peut plus être d'aucune aide au Souabe. Il est l'une des victimes de l'attentat du 20 juillet. Paradoxalement, cette popularité qui lui vaut tant de ressentiment et de jalousie constitue une des raisons essentielles qui ont conduit à sa perte. Pourtant, de nombreuses personnalités ont mis au courant Rommel pour leur projet d'attentat, mais il n'en fit rien. Comme en février 1944, le docteur Strolin, alors bourgmestre de Stuttgart,
est un autre membre éminent de la résistance. Se rend auprès de Rommel au cours d'une permission que ce dernier passe à Erlingen. L'homme surveillé prend le risque d'être dénoncé par celui-ci s'il échoue dans sa démarche. Rommel le congédie prestement, n'acceptant de poursuivre une discussion qu'il considère comme de la trahison. En mars 1944, c'est le général Walkenhausen, commandant en chef aux Pays-Bas, qui évoque avec lui la nécessité de trouver une issue politique à la guerre. Voyant que Rommel ne réagit pas, Walkenhausen en déduit que l'homme n'est pas mûr pour passer à la conspiration. Speidel est lui aussi poussé à mettre Rommel du côté du complot. Mais il sait qu'il lui faut être prudent. Il comprend que l'ancien courtisan est certes désillusionné par la tournure des événements, mais il devine qu'il sera difficile de se retourner contre son mentor. De fait, c'est en l'absence du maréchal que les discussions menées à la Roche-Guyon abordent la question du Berghof, dans une atmosphère de profond défaitisme. Le major Wolfram rapporte qu'il en va tout autrement en présence de Rommel. L'Oberstleutnant Kaspar von Hoffacker, le propre cousin de Stauffenberg, est envoyé auprès de Rommel le 9 juillet pour sonder une dernière fois l'illustre maréchal. Il essaiera par tous les moyens de convaincre Rommel. Hoffacker traduit un peu rapidement comme un tacite ralliement de Rommel à la conjuration. Par ailleurs, au procès de Nuremberg, Keitel prête ses mots à Rommel au moment du départ d'Hoffacker. Dites aux messieurs à Berlin qu'ils peuvent compter sur moi quand le moment viendra. En fait, Rommel n'a que peu en commun avec les conjurés, si ce n'est qu'il est persuadé qu'Hitler mène l'Allemagne à la catastrophe. Beck écrit en juin « On ne peut pas compter sur Rommel. » Une appréciation qui est également celle que les conspirateurs transmettent en mai 1944 à Allen Dulles, alors agent de l'OSS à Berne. D'objectif, Rommel n'en a qu'un seul, gagner la guerre. Tout du moins faire tout son possible pour que l'Allemagne ne la perde pas. Tout porte à penser que si Rommel avait été à son poste le 20 juillet 1944, il n'aurait rien entrepris contre le Führer, pas plus qu'il n'aurait fait d'ouverture de paix aux Alliés, et ce d'autant plus qu'il n'est aucunement préparé à une telle éventualité, puisque maintenu dans l'ignorance de l'attentat. Même s'il avait trempé dans le complot, il n'était en aucune manière le commandant en chef de la Wehrmacht à l'ouest, et donc n'aurait pu imposer un cessez-le-feu à ses troupes, ni même d'organiser une rencontre avec Eisenhower ou Montgomery sans l'accord de Kluge. Au-delà de son aversion pour toute idée de tyrannicide, comme l'affirme Herberbach, qui était mis sur écoute au cours de sa captivité, que Rommel lui a dit qu'Hitler devait être tué. Quant à Rommel, il aurait confié à son épouse qu'il craignait que cela ne provoque une guerre civile en Allemagne, éventualité également à redouter en cas d'ouverture de paix avec les Occidentaux. Rommel est un officier loyal, fidèle au serment qu'il a prêté au Führer. À l'automne 1944, il confie encore à un proche que le chef suprême de l'armée reste Hitler, et qu'en sa qualité d'officier, il est de son devoir de lui obéir. À Berlin, les soupçons continuent à s'accumuler. Speidel, arrêté et soupçonné, parvient miraculeusement à sauver sa tête en faisant admettre qu'il avait certes eu vent de la trahison, mais qu'il en avait informé Rommel, estimant que c'était ensuite à ce dernier de faire remonter l'information au Führer. Ce dernier a d'ailleurs reçu une lettre de Rommel qui ne tarit pas d'éloges pour son ancien chef d'état-major. Il ne rate pas l'occasion pour réaffirmer son allégeance, puisqu'il conclut son ultime missive adressée à Hitler par ces mots. « Vous, mein Führer, savez que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, que ce soit dans la campagne de l'Ouest en 1940, ou en Afrique en 1941-1943, ou en Italie en 1943, ou encore à l'Ouest en 1944. Je n'ai constamment qu'une seule pensée en tête, combattre et gagner pour notre nouvelle Allemagne. Heil, mein Führer !» Peine perdue. Mis devant de nouveaux indices de culpabilité, l'opinion d'Hitler sur le cas de Rommel évolue sensiblement. Il lui faut en avoir le cœur net. Il envisage donc de le faire venir à Berlin, pour l'écouter en personne. Le 4 septembre, Rommel apprend qu'il est officiellement déchargé de son poste de commandeur du RS Groupe B. Il passe les dernières semaines de sa vie en convalescence, auprès des siens.
Comme tous les soldats, il n'avait pu jouir d'une telle opportunité depuis le déclenchement de l'invasion. Il profite donc de ces moments en compagnie de son fils, qui est en permission exceptionnelle. Il classe ses papiers et nombreux documents, prépare un futur ouvrage avec ses notes. Il ressasse les campagnes passées. Fin connaisseur de la Blitzkrieg, dont il a été un des meilleurs exécutants, il est impressionné par les performances des Américains après la percée d'Avranches. Même à leur début, les généraux américains se montrèrent plus avancés dans le maniement tactique de leurs forces, bien qu'il nous fallut attendre l'armée de Patton en France pour voir leur stupéfiante réussite en guerre de mouvement. Il craint cependant de plus en plus pour sa vie. L'annonce du décès de Kluge, puis celle de l'arrestation de Speidel, n'ont fait que renforcer ses inquiétudes. Il est épié, suivi. Un soldat en convalescence est hébergé comme sentinelle, mais il devra s'en séparer, ainsi que de sa voiture de Feldmarschall, tandis que lui-même et son fils ne sortent plus sans être armés de pistolets. Entre visites et promenades, il se laisse aller à des propos empreints de pessimisme, même s'il déclare à Manfred « Hitler serait beaucoup plus dangereux mort que vivant. » Une critique de l'état mental du Führer formulée à Wilhelm Meyer, le responsable nazi du district d'Ulm, et fait son chemin jusqu'à Bormann, alimentant le dossier à charge que ce dernier constitue contre Rommel. Il déclare en effet sans mesurer le caractère outrageant de ses propos. Depuis que j'ai vu le Führer en novembre 1942, j'ai fini par me rendre compte que ses facultés mentales avaient progressivement décliné. Le 7 octobre 1944, selon le vœu d'Hitler, Keitel convoque Rommel à Berlin. Prenant son cabinet, il appelle l'OKW et il est mis en relation avec le général Burgdorf, le successeur de Schmund. « Je crains de ne pas pouvoir venir. J'ai un rendez-vous avec mes spécialistes, le 10, et ils m'ont recommandé de ne pas parcourir de longs trajets dans mon état actuel. » Cette nouvelle marque de défiance envers le Führer ne peut être acceptée. En fait, Rommel craint une machination et ne pense pas qu'il arriverait vivant à Berlin. Il demande ainsi un certificat de complaisance auprès du docteur Albrecht, son médecin. Il commet toutefois l'impair d'emmener Ruge jusqu'à Augsbourg, en motocyclette, se tenant lui-même au guidon. Une escapade de 90 km. Nul doute que la Gestapo en ait eu vent. Le 14 octobre, Erwin Rommel revêt sa tenue favorite, celle de commandant de l'Afrika Korps, qui a contribué à le faire passer à la postérité. Lucide, il déclare à son fils lors d'une dernière promenade : « Il y a deux possibilités aujourd'hui. Ou bien il n'arrive rien du tout, ou bien je serai plus là ce soir. » À midi, lorsque Burgdorf et Messel se présentent à la villa, Lucie Rommel, en hôte courtoise, invite les deux hommes à déjeuner. Ils refusent tous deux poliment. Burgdorf demande à s'entretenir en privé avec Rommel, dont le visage, étrangement, semble esquisser une expression soulagée. « Aldinger, veuillez préparer le dossier sur la Normandie. » Rommel invite alors les deux généraux à le suivre. Burgdorf assène à Rommel : « Vous avez été accusé de complicité dans le complot contre Hitler. » Rommel comprend d'emblée que tout est perdu. Aucun argument, aussi sincère soit-il, ne saurait les convaincre. La cause est déjà étendue. C'est un maréchal au regard à la fois étonné et angoissé qui réplique : « Bien, je vais accepter les conséquences. » À sa question bien naïve de savoir si le Führer est au courant, la réponse affirmative lui aurait arraché des larmes. Demeuré seul avec lui, Burgdorf lui transmet les décisions d'Hitler. Tout est prévu. Votre corps sera incinéré pour que ne subsiste aucune trace de forfait. Et la nouvelle sera annoncée à travers le Reich, que le héros de l'Afrika Korps est décédé des suites de ses blessures. La couronne mortuaire est déjà arrivée à Ulm. Votre femme vivra dans votre solde de maréchal et ne subira aucune exaction. Rommel monte rejoindre sa femme à l'étage et lui apprend la terrible nouvelle. Mais celle-ci se doutait de quelque chose
grâce aux appels des voisins lui prévenant que tout le quartier était bouclé par la Gestapo. Dans 15 minutes, je serai mort. Stulnagel, Speidel et Hofacker m'ont impliqué dans la conspiration du 20 juillet. Il paraît aussi que j'étais désigné en tant que nouveau président du Reich sur une liste du maire Gordeler. J'ai répondu à Burdorf et à Messel que je n'en croyais rien, que ce n'était qu'une pure invention. Hitler lui offre une alternative, le suicide assorti de funérailles nationales, et donc l'assurance que sa famille ne sera pas inquiétée, ou le tribunal du peuple, avec la pendaison à la clé, et aucune assurance quant à l'avenir de ses proches. Rommel accepte donc d'épargner sa famille et d'échapper à la perspective d'une humiliation publique, suivie d'une mort atroce. En effet, Rommel était inquiet de ne pas être en mesure de manier correctement son arme. Burgdorf lui annonce qu'il a apporté avec lui un poison rapide, une offre moins généreuse qu'il n'y paraît, ainsi que le réveil Keitel à Nuremberg. Cela aurait fait un scandale épouvantable en Allemagne si ce Feldmarschall, aussi connu et apprécié, avait été arrêté et traduit devant le tribunal du peuple. Il fait alors ses adieux à Lucie, restée digne. Il retrouve ensuite Manfred. Hitler les a chargés de me dire que, dans le cas où je me suiciderais, rien ne vous arriverait. Qu'au contraire, on s'occupera bien de vous. Lorsque Haldinger se présente à son tour, il lui déclare « Je n'ai joué aucun rôle dans la tentative d'assassinat. J'ai servi ma patrie toute ma vie et fait de mon mieux. Transmettez mon bon souvenir à mon peuple souabe, et en particulier à mes chers vieux chasseurs alpins. » Il repousse la suggestion de Manfred de tenter de s'enfuir. Il entend au moins préserver son honneur et surtout sa famille. Digne et calme, Rommel enfile son manteau et sort à grands pas, accompagné de son fils et Haldinger. Arrivé au niveau de l'Opel noire à bord de laquelle ses visiteurs sont arrivés, bâton de Feldmarschall sous le bras, il serre une ultime fois la main de son fils et celle de son aide de camp avant de s'engouffrer dans la voiture. Le véhicule fait halte peu après la sortie du village. Le SS Dawes, le chauffeur, raconte qu'il en est alors sorti en compagnie de Messel. Au bout de quelques minutes, Burgdorf les rappelle. Il découvre Rommel affalé sur la banquette arrière, secoué de sanglots. Je le redressai et remis sa casquette. Puis, plus un souffle. Le renard du désert s'est éteint en cette journée du 14 octobre. À l'hôpital, l'acte de décès indique arrêt du cœur. Quand le médecin-chef de l'hôpital militaire d'Ulm émet des doutes sur les causes du décès et suggère en conséquence de procéder à une autopsie. Cela lui est refusé. Encore un des anciens qui s'en va. Commente Hitler sans émotion et sans marquer sa surprise, lorsqu'il apprend la nouvelle en pleine conférence. Il expédie un télégramme de condoléances, dépourvu de la moindre formule de politesse convenue en pareilles circonstances. Le cynisme du dictateur est complet. L'ordre du jour qu'il formule le lendemain est éloquent à cet égard. Sa mort nous prive de l'un de nos meilleurs commandants de l'armée. L'armée abaisse le drapeau de guerre du Reich en l'honneur de ce grand soldat. Hitler tient parole sur un point. Rommel bénéficie de funérailles nationales, qui ont lieu à Ulm, le 16 octobre 1944. Hitler et tous les hauts dignitaires nazis ne seront pas présents lors de ces funérailles. C'est à Gerd von Rundstedt, qui ignore vraisemblablement les causes réelles du décès, qu'échoit la tâche de lire l'éloge funèbre, qui se termine par une vibrante déclaration en affirmant que son cœur appartenait au Führer, avant que la fanfare prenne le relais. La famille de Rommel supporte jusqu'au bout la mascarade sans défaillir. La vérité n'éclate qu'au lendemain de la défaite en Allemagne. Manfred Rommel
explique que son père est mort non des suites de ses blessures, mais sur ordre d'Hitler, en raison des suspicions qui pesaient sur lui. Dès 1945, Lissi Rommel a insisté que son défunt mari n'a jamais été de près ou de loin en collusion avec les conjurés de la conspiration du 20 juillet. Pendant toute sa carrière, il a toujours été un soldat, jamais un politicien. Car aux yeux des Allemands en 1944, puis dans l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre, ces conspirateurs sont des traîtres. Le nom de Rommel est devenu plus fameux que celui de n'importe quel autre chef de guerre allemand de la Seconde Guerre mondiale. Rommel, auquel on peut imputer aucun crime de guerre, est devenu le symbole de la guerre chevaleresque et de l'officier allemand professionnel et de valeur. Churchill lui-même reconnaît devant la Chambre des communes que cet officier est indubitablement un grand général, hommage rarissime au cours de cette guerre. Après la guerre, dans une Allemagne de l'Ouest vouée à faire partie intégrante du bloc occidental à l'aube de la guerre froide, Hans Speidel contribue largement à faire de lui un héros national pour un peuple ayant besoin de recouvrer un sentiment de fierté. On baptise des casernes ou des navires de guerre en son nom. La nouvelle armée allemande, la Bundeswehr, envoie des délégations aux réunions annuelles des anciens de l'Afrika Korps. Et lors des commémorations de la mort du Feldmarschall sur sa tombe à Erlingen, chaque 14 octobre. Une célèbre biographie du maréchal est écrite par le Britannique Desmond Young en 1950. C'est un succès phénoménal dans les librairies. Le livre donnera lieu au film Le Renard du désert de Henry Hathaway en 1951, dans lequel James Mason prête ses traits à un Erwin Rommel chevaleresque, conspirateur et victime. À l'Ouest, seules les organisations juives semblent s'offusquer qu'on puisse tant célébrer la mémoire d'un général d'Hitler. Depuis lors, des études plus sérieuses ont porté un regard plus nuancé sur l'homme. L'image s'érode peu à peu, au fur et à mesure que les Allemands prennent pleinement conscience de l'ampleur des crimes nazis, que la Wehrmacht elle-même est mise sur le banc des accusés et de la complicité de Rommel avec Hitler, dont il était un admirateur fervent, ce fait plus explicite. On retire la plaque à son nom aux messes des officiers de Goslar. Le mythe de Rommel, le documentaire de Guido Knopp et le livre éponyme de Maurice Rémy s'achèvent d'écorner la légende, restée ancrée dans l'esprit du grand public, qui persiste à décontextualiser politiquement le geste de ces armées. Connu grâce à sa division fantôme, à l'Afrika Korps et à l'édification du mur de l'Atlantique, ainsi qu'à la bataille de Normandie, Rommel a réussi à mener ses guerres avec tacticité et respect. Malgré que la Wehrmacht ait participé aux crimes de guerre avec les SS, il ne fut de près ni de loin coupable de ses exactions. Il avait le souci de ses hommes, combattre toujours à l'avant, risquant parfois sa vie, ainsi que son franc-parler qui lui portera préjudice à la fin de sa carrière. Le nom de Erwin Rommel restera attaché à des œuvres cinématographiques, des séries de jeux vidéo, ainsi que des livres relatant sa carrière et ses choix stratégiques. Erwin Rommel, connu sous le nom du Renard du désert, restera une légende pendant des générations.